à l'heure, le laboratoire était, par Édouard, le laboratoire était très jeune. Alors, là, j'avais un petit peu évolué par rapport à ce qui a été dit. Alors, vous allez voir des photos en noir et blanc, qui sont... Comment est-ce qu'on fait pour... Ah, voilà. Qui sont toutes les photos en noir et blanc sont des photos... J'ai essayé de trouver des photos d'époque, disons. Sont toutes dues à Georges Repka, que je remercie pour m'avoir permis de puiser dans ses réserves. Donc, le laboratoire était encore très jeune. En dehors de Claude Bloch, de Cyrano et je pense de Jacques Descloizeaux, tout le monde avait moins de 40 ans. Donc, Claude Bloch était le directeur en titre. En 1971, il a été appelé à d'autres fonctions de direction et donc il a laissé la place à Cyrano de Denemissis. Et le laboratoire était essentiellement... Il y avait 35 permanents, grosso modo, si j'ai bien compté, si je n'ai oublié personne. La plupart étaient sur des postes CEA. Il y avait quelques CNRS. Il y avait très peu d'étudiants. J'en ai détecté 2, identifié 2, peut-être 3 en physique nucléaire avant notre arrivée. Alors, en 69, nous avons été 3 à arriver ici, Dominique Lévy, André Voros qui est quelque part, et moi. Et puis les années suivantes, il y a eu d'autres arrivées, mais cette année-là, 3 nouveaux étudiants seulement. Donc vous voyez, très peu d'étudiants. Alors, j'ai essayé de reconstituer la composition du laboratoire. De façon très artificielle, j'ai distribué les gens en thèmes. On n'aime pas beaucoup le mot groupe. Et comme ça a été dit, il y avait beaucoup de fluidité dans le laboratoire. Les gens passaient d'une thématique à l'autre très aisément. Donc vous allez peut-être objecter que telle personne aurait été mieux. Bon, peu importe. Voilà. Donc, grosso modo, ordonné par âge, si je ne me suis pas trop trompé, voilà quelles étaient les compositions de la thématique physique nucléaire et medibody. Mécanique statistique, j'ai mis Édouard, mais comme il a dit lui-même, j'aurais pu le mettre aussi bien en théorie des champs. Jacques Descloizeaux et Michel Gaudin qui nous ont quittés très récemment, comme vous savez bien. Et puis, il y avait un autre groupe qui était devenu, enfin un groupe, pardon, une autre thématique qui avait déjà pris beaucoup d'ampleur, qui était la physique des particules, dans tous ses aspects, aussi bien des aspects assez théoriques, comme Raymond Stora, plus appliqués, plus proches de l'expérience. Voilà, donc, vous voyez, une distribution d'âge assez continue. Et puis finalement, il y a des gens que j'ai mis dans une thématique physique-mathématique, mais à nouveau, tout ça est discutable. Par exemple, j'ai retrouvé un article de Frédéric Famme. Son nom évoque peut-être à certains d'entre vous des travaux très mathématiques sur des propriétés d'anéticité. Il avait établi avec Froissart et Fottiadi des résultats d'anéticité remarquables, d'analyse difficile, disons. Eh bien, j'ai retrouvé un article de 1962 du service de physique mathématique, co-signé par Maurice Jacob, Claude Dixon, Frédéric Famme, et discutant les désintégrations de je ne sais plus trop quelles particules étranges. Donc, vous voyez, il y avait beaucoup de fluidité, les gens étaient capables de travailler sur des sujets très différents. Comonave, alors j'explique peut-être ce que c'est que Comonave. Comonave, il y a eu un article de Gilles Cohen-Tanucci, André Morel et Henri Navelet, qui lui aussi nous a quittés, hélas, tout récemment, et qui a eu tellement de gloire qu'on a attaché le surnom de Comonave à ce trio. Voilà, alors il y avait donc ces permanents, mais il y avait 0 postdoc. 0 postdoc. Les postdocs n'existaient pas, que ce soit étrangers ou français, il n'y avait pas de postdoc. Alors, les postdocs ont commencé à arriver vers la fin des années 70, ça a été évoqué par Édouard. Nous avons eu la chance d'avoir 2 personnes qui ont marqué leur discipline ensuite, Michael Peskin et Paul Ginsberg, parmi d'autres, mais ces 2-là, disons, m'ont marqué parce que j'ai collaboré directement avec eux, donc ils sont arrivés que vers la fin des années 70. Voilà, comment est-ce qu'on fait? Voilà. Oh, non, je suis allé trop vite. Donc, notez bien, pas de postdoc, très peu d'étudiants, et puis quelques visiteurs de courte durée qui venaient passer 1 mois, 2 mois, 3 mois.
Alors, nous avions aussi un gros support technique, comme on dit maintenant. Alors d'abord, il y avait ce qu'on appelait le pool des secrétaires, dont 2 sont là. Voilà. Et puis une troisième qui est arrivée par la suite, Brigitte qui est arrivée par la suite. Voilà. Et Francine Lefebvre qui a pris la direction du secrétariat du laboratoire après le départ de Mademoiselle Jameux, dont il a déjà été question. Il y avait un service de documentation avec Madeleine Portneuf. Ça serait bien que j'ai un pointeur. Ça marche, ça? Non. Les pointeurs sont toujours interdits au CEA? Non? Ça devrait marcher? Ah, voilà, très bien, merci. Donc, Madeleine Portneuf, avec Monique Ferron, qui était une bibliothécaire extrêmement efficace et sympathique. Et puis, il y avait ce bureau de calcul dont Roger nous a parlé, mais qui avait quand même pas mal évolué depuis l'époque dont Roger a parlé, qui était constitué de 3 personnes. Alors, il y avait Nicole Tichit, Catherine Chauvreau, devenue Madame Bourgois, et puis Claudine Werner. Et puis, finalement, il y avait un certain Monsieur Carré qui s'occupait de faire marcher la machine. Alors, la machine, parlons-en, ça a déjà été un peu évoqué par Roger, mais les choses avaient quand même un petit peu changé depuis l'époque que Roger a décrite. Alors, je précise que cette dame... hop, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, il ne faut pas appuyer. Voilà. C'est quel bouton? C'est ça. Cette dame ne faisait pas partie du SPHT. Hein, simplement, je n'ai pas trouvé d'autres photos. Bref. Donc, ça vous montre... Alors, le calcul au service de physique théorique, c'était d'une part encore quelques-unes de ces grosses machines dont Roger nous a parlé, qui ressemblaient beaucoup par leur aspect aux caisses enregistreuses dans les épiceries autrefois, vous savez. Bon. Et puis, il y avait quand même une grosse machine centrale dans le laboratoire, qui est un IBM 360. Et cette machine-là, comme Jean l'a rappelé, ça fonctionnait à coup de carte perforée. Alors, comme Jean, j'ai cherché dans mes archives, mais je n'ai pas réussi à trouver de carte perforée. Donc, voilà une photo d'une carte perforée, pour ceux qui n'ont jamais vu une carte perforée. C'était un petit rectangle de carton, comme ça, dans lequel vous faisiez des trous avec une machine diabolique qui est figurée là, et vous entriez comme ça vos instructions, et vous aviez des paquets de cartes qui faisaient quelques centaines de cartes, que vous mettiez ici dans le lecteur de cartes, c'était avalé par la machine. Si tout se passait bien, la machine ronronnait, et puis finalement vous sortez un paquet de papier comme ça, un beau listing sur des pages et des pages. Bon. Bon, vous voyez, j'ai gardé un de ces listings historiques pour moi, voilà, bon. Mais alors, il y avait tous les ennuis du métier. C'est que d'une part, quelquefois, la machine se plantait. Alors, c'était quelquefois un bug dans votre programme, ou quelquefois, c'était la machine qui, tout simplement, pour une raison ou une autre, se plantait. Et alors, à ce moment-là, la solution, pour comprendre ce qui se passait, c'était d'imprimer ce qu'on appelait un dump. C'est-à-dire, vous faisiez cracher à la machine tout ce qu'elle avait dans le ventre. Alors, je sais que je suis en train de choquer Jean-Marie qui va me dire que c'était beaucoup plus subtil que ça, mais c'est comme ça qu'en tout cas les utilisateurs de base le comprenaient, le sentaient. Et alors ce dump, ça faisait nettement plus que ça, c'était une fraction non négligeable d'un mètre cube de papier. Et à ce moment-là, vous aviez besoin de faire appel à vos collègues compétents. Alors il y avait, à l'époque, il y avait 4 personnes en particulier qui étaient, 4 ou 5 personnes qui étaient vraiment très, qui se plongeaient avec volupté dans ce dump, et qui, quand elles avaient trouvé l'origine du problème, c'était des grands éclats de rire, voilà, c'était pour ça. Voilà. Alors, pour le pauvre profane comme moi, qui assistait à ça en spectateur, ce ne sont pas des très bons souvenirs. Et puis alors, le pire de tout, comme je l'ai dit, c'était ces machines, des machines diaboliques. Alors, ces machines, elles étaient localisées au premier étage, dans le couloir, et il y avait 3 machines dans mon souvenir côte à côte, chacune faisant un bruit très pénible. Alors quand vous étiez à côté de quelqu'un qui était en train de corriger, c'était un bruit de mitrailleuse, hein, machine gun, c'était insupportable. Se concentrer et taper votre propre carte avec ça dans les oreilles, c'était insupportable. Bref, vous l'avez compris, ce ne sont pas mes meilleurs souvenirs de mes années de thèse. Et un peu comme Roger,
ça m'a un peu refroidi vis-à-vis du calcul informatique par la suite. Calcul sur... Ah ben non, moi je n'ai pas connu les machines qui rebouchaient les trous. Alors moi les machines que je connaissais, c'était quand tu faisais une erreur, une faute de frappe, ce qui m'arrivait malheureusement très souvent, tu avais la possibilité de recopier la carte jusqu'à l'erreur, mais il ne fallait pas aller trop loin. Donc ça faisait pa parce que ça recopiait tout, puis juste au bon endroit, il fallait t'arrêter et taper voilà. Pardon? Fallait quoi? Ah, fallait coincer, oui, enfin je ne sais plus très bien. Bref, c'était l'horreur. L'horreur. Donc, pour la jeune génération, vous voyez à quoi vous avez échappé. Les listings étaient extrêmement utiles quand on avait des petits-enfants. Ah bah oui. Pas seulement les petits-enfants. Si tu te rappelles, certains d'entre nous faisions bon usage de ces grandes feuilles de papier. J'ai en particulier souvenir de Cyrano de Dominicis faisant ces gigantesques calculs de verre de spin en utilisant ces gigantesques feuilles de papier. Donc, c'était juste le bon format pour ces calculs. Ah, éventuellement pour les petits-enfants, oui. Et les écoles maternelles étaient friandes de ça aussi. Bien. OK, alors, il a déjà été fait allusion à certains aspects de ce que je racontais, désolé pour les redites. Du côté de la vie sociale du laboratoire, d'abord sur le côté professionnel, scientifique, il y avait un séminaire qui était moralement obligatoire, et effectivement, la salle qui est maintenant la salle café était bien pleine à chaque fois. Imaginez qu'à l'époque, il était autorisé de fumer. Et ça a duré jusqu'à la fin des années 80, dans mon souvenir. Il y avait encore, quand je suis arrivé en 69, et pour quelques années, il y avait encore une tradition du 5 o'clock tea. Je ne sais pas très bien qui avait importé ça dans le laboratoire. Est-ce que c'était Cyrano? Ça ne me paraît pas être le style de Cyrano. Bref, ça a duré quelques années, il me semble que ça a disparu assez vite après. Il faut aussi se rappeler que 69, c'était juste après 68, comme vous l'avez compris, et que 68, il y a eu ces fameux événements de 68, et donc nous avions quelquefois des discussions à salle café qui étaient assez vigoureuses. J'aurais également des anecdotes à raconter sur quelques collègues qui faisaient du prosélytisme, mais je réserverai ça peut-être pour plus tard. Et puis, une fois par an, nous avions une fête du service, un petit événement social avec des sketchs, des mises en boîte, quelquefois gentilles, quelquefois un peu plus cruelles, des uns et des autres. Et puis, ça se terminait en dansant. Alors là, vous avez une scène dans laquelle vous avez reconnu, ou vous n'avez peut-être pas reconnu, Jean-Paul Bézot, et puis je suis là, et il y a une... Alors c'est un sketch qui avait été écrit par je ne sais qui était inspiré du livre Jacques Brosse sans doute, qui était très, très, très bon pour ça, et c'était inspiré du Nom de la Rose. Alors, pour ceux qui ne se rappellent pas le Nom de la Rose, c'est une histoire qui se passe dans un monastère quelque part en Italie du Nord, et il y a une dispute homérique entre moines sur des points de théologie. Et donc Jean-Paul et moi figurions deux moines en venant aux mains, puisque j'empoignais finalement Jean-Paul par la barbe. À l'époque, je n'en avais pas, donc il ne pouvait pas me rendre la politesse. Et puis, vous voyez, Daniel Yagonitzer, Vincent Pasquier, Claude Dixon, je pense Cyrano. Bon. Ça, c'est Marcel Froissart faisant une démonstration de comment faire passer une tasse de café ou de thé d'un côté à l'autre de cette corde, la corde passant par un trou minuscule. Et donc, il expliquait ça d'un air très docte en termes de continuation, de prolongement magnétique dans le deuxième feuillet. Et il arrivait à faire passer effectivement la tasse dans le deuxième feuillet. Donc, c'était remarquable. Et puis, finalement, on dansait donc. Alors, il y avait certains d'entre nous qui étions des danseurs beaucoup plus professionnels ou actifs. J'ai cité quelques noms ici. Robin, n'est-ce pas, Cyrano, André Morel, et puis Claude Dixon, que vous voyez ici en train de danser avec Madeleine Portneuf. Bon, il n'y avait pas que ces aspects ludiques ou plaisants. J'ai le souvenir que, indépendamment des événements de 68, au début des années 70, il y a eu une période
tension au CEA. C'est le moment où le CEA était pas mal réorganisé. On a parlé d'André Giraud tout à l'heure. La filière du nucléaire a été complètement révisée. Il a été question de couper des postes, etc. Donc il y avait pas mal d'inquiétudes aussi. Et j'ai le souvenir d'avoir été, imaginez ça, d'avoir été manifesté pour la défense du CEA. Et je me rappelle m'être trouvé à côté de Claude Bloch. Donc vous voyez, on était tous dans la rue, y compris et Dominique Lévy aussi était là. Oui, je ne sais pas si tu te rappelles, on s'amusait à identifier les policiers en civil d'après leurs chaussures, parce qu'ils avaient les mêmes chaussures que nous qui sortions de l'école polytechnique, ça devait être le même modèle réglementaire. Bon, voilà. Alors, la vie concrètement, j'ai combien de temps? 5-6 minutes. Concrètement, on a beaucoup parlé déjà j'ai déjà parlé comment on fait? Ah voilà. Du calcul. La communication, il y a déjà été fait allusion. Laissez-moi quand même passer rapidement en revue ce que j'ai écrit là. Un échange de courrier avec les États-Unis, 3 semaines, je crois que j'exagère un peu. C'était typiquement 2 semaines, de mon expérience. Bon, bref. En tout cas, le courrier électronique n'est apparu qu'au milieu des années 80. Le téléphone, alors ça, vous n'en avez sans doute pas conscience, mais jusqu'au milieu des années 70, la France était sous-équipée en ligne de téléphone. Donc, alors ici, on était équipé en téléphone quand même, mais c'était cher, c'était pas pratique, et c'était même carrément découragé de donner des téléphones, des appels, pardon, longue distance. Cargèse, oui, oui, voilà. Et je me rappelle le choc que ça a été pour moi quand je suis arrivé aux États-Unis en 1975, et j'ai vu les gens qui se donnaient des coups de téléphone, des appels coast-to-coast, comme ils disaient, sans réfléchir, sans compter. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui a certainement beaucoup changé. La frappe aussi bien des papiers administratifs que des papiers scientifiques, ça a été dit par Roger, c'était effectué par des gens professionnels, par des professionnels. Donc, Mademoiselle Jameux s'occupait de tout ce qui était courrier administratif. Donc, vous vouliez inviter quelqu'un, vous vouliez vous-même candidater à telle ou telle chose, vous passiez par Mademoiselle Jameux. Et en ce qui concerne les articles scientifiques, tout passait par ces dames. Et c'était fait de façon extraordinairement professionnelle. Hein. Ça a été dit déjà, mais je voudrais le redire. Il faut que vous imaginiez qu'à l'époque, la plupart des articles issus des autres laboratoires avaient des formules qui étaient écrites à la main. Eh bien ici, grâce à vous, mesdames, les formules étaient magnifiquement dactylographiées. Vous étiez extraordinairement professionnels de la chose, et avec des machines redoutables, des machines à deux chariots qui, bref, beau matériel, mais travail au final remarquable. Et je rappelle que le traitement électronique par TEC n'est intervenu qu'au milieu des années 80. Alors, ici, à Saclay, il y a eu une tentative d'essayer un logiciel de traitement de texte scientifique français qui n'a finalement pas vraiment fonctionné. Et donc, on est passé à TEC, je pense. Moi, personnellement, mon premier article en TEC, ça remonte à 88. Les reprints, eh bien, ça a été déjà dit, ils étaient envoyés et reçus par courrier ordinaire, donc ça veut dire on recevait les choses avec beaucoup de retard, et c'est pour ça que l'archive de Ginspark a été un tel progrès. Alors, avant le Ginspark, il y avait non seulement les envois de bibliothèque à bibliothèque, de laboratoire à laboratoire, mais il y avait également des envois de personne à personne. Et ça, c'était important d'être sur la bonne mailing list des bonnes personnes. Monsieur le chairman, est-ce que j'ai 2 minutes pour raconter une anecdote? 2 minutes? Non, mais après ça, j'ai un petit peu de temps quand même. Bon, alors l'anecdote une autre fois, tant pis. Bon. Ça marche toujours, ça. Bon, alors l'anecdote est la suivante. En l'hiver 85-86, Claudie Dixon et moi commençons à travailler sur les théories conformes, en venant d'ailleurs de deux directions différentes. On s'est rejoints là-dessus et on lit tous les articles importants de l'époque.
les articles de Victor Katz, sur la fameuse formule de Katz, les articles de BPZ, Beliavin, Polyakov, Zamochnikov, etc. Et puis on fait des petits calculs. Et puis un jour, il y a Bernard Derrida, dont le bureau était juste à côté de celui de Claude, qui arrive avec un papier, il me dit « Je viens de recevoir ce papier de John Cardy, ça ressemble un petit peu à ce que je vous entends raconter. » On regarde avec... alors, pourquoi John Cardy? John Cardy avait travaillé sur le Financial Scaling comme Bernard Derrida, donc Bernard avait la chance d'être sur la mailing list de John Cardy. Et nous, non. John, il nous connaissait, mais il ne savait pas comment. Bref, on n'avait pas reçu le papier en question. Et le papier, c'était justement sur les théories conformes, enfin disons, c'était le fameux papier dans lequel John discutait l'invariance modulaire des fonctions de partition sur un tore pour les modèles minimaux, etc. Et on a tout de suite vu avec Claude que c'était exactement le genre de choses qu'on avait commencé à faire et qu'on savait faire mieux, un petit peu plus. Et ça a conduit à un travail avec Andrea Capelli, qui nous a rejoint juste après, qui a eu un certain impact. Voilà, donc c'était important d'être sur la bonne mailing list. Teaching, comme je l'ai déjà souligné, il y avait très peu d'étudiants. Il y a eu une petite transition dans ces années 70. Un certain nombre d'entre vous ont commencé à prendre des étudiants. Jean a pris des étudiants les uns après les autres. Roby a pris des étudiants. Voilà, donc vous avez un peu initié un nouveau mouvement dans le laboratoire, alors que traditionnellement, on prenait assez peu d'étudiants. Très peu d'enseignement au niveau undergraduate, un petit peu dans les grandes écoles, mais bon. Alors, le financement de la recherche, ça a été déjà mentionné. Le financement était uniquement en provenance du CEA. Et vu de l'extérieur, nous étions un laboratoire riche. Bon. Il n'y avait aucun contrat. Les contrats qui existent maintenant n'existaient pas. Alors, ça se traduisait par certainement moins de paperasse, moins de dossiers, etc. Aussi moins de monnaie, mais finalement, les chercheurs avaient sans doute plus de temps pour travailler. Alors, je vous laisse décider quel était l'équilibre de la chose. Et dans mon souvenir, les premiers réseaux, les premiers financements un peu globaux sur projet, ou sur thématique, c'est apparu par des fonds européens dans les années 90. Moi, j'ai participé à plusieurs réseaux dans ces années-là. Et finalement, les missions et les voyages, alors, c'était à la fois beaucoup plus coûteux, comme Jean l'a rappelé, mais c'était tellement plus simple sur le plan administratif. Il n'y avait pas ce diabolique Nautilus ou Étamine ou je ne sais pas quoi dont j'entends mes collègues se lamenter. Il y avait ici, juste à l'étage au-dessus, Madame Dumay, qui s'occupait de toute la partie administrative. Quand vous partiez en voyage, si vous avez besoin d'un visa, elle s'occupait de vous trouver votre visa. Elle faisait les réservations de billets. Voilà. Donc, c'était beaucoup plus facile sur ce plan-là. Donc, à nouveau, à vous de peser le pour et le contre. Attends, j'ai démarré il y a un quart d'heure. Non? Ah bon, je parle trop alors. Bon, alors, ok. Alors, je vais être très très rapide sur la suite. Bon, tout ça, je voulais vous dire que ça avait été 3 décennies extraordinaires, mais vous le savez tous, enfin j'espère que vous en êtes conscients. Les années 70, la renaissance de la théorie des champs, Landau avait tort, donc à la fois avec l'application phénomène critique, groupe de normalisation, théorie de jauge, la naissance du modèle standard, puis les effets non perturbatifs, bon. Et puis en même temps, démarrage de nouvelles activités dans lesquelles le laboratoire s'est également très vite impliqué, autour des vers de spin. Édouard a évoqué les répliques, les procédures de réplique par Giorgio Parisi. Et notez que 2 thèmes qui sont maintenant très actifs dans ce laboratoire, évidemment, n'étaient absolument pas encore représentés. Dans les années 80, nouvelle highlight, si je peux dire, théorie des champs, théorie des cordes, pardon, théorie conforme, quantum gravity, mais également des tas d'autres sujets, dans lesquels, à nouveau, je pense que quasiment tous ces sujets ont été abordés dans ce laboratoire. Donc le laboratoire a toujours réussi à rester dans les sujets très actifs.
Les années 90, encore et toujours, nouveaux sujets d'excitation. Et tout ça, ça a été évidemment possible grâce à la croissance régulière du service. Alors, je ne vais pas citer tous les noms, ça ne serait pas possible. Je vais juste donner quelques noms de personnes avec lesquelles j'ai interagi plus directement. Donc, d'abord, l'arrivée de 4 juniors à l'époque. Et puis, dans les années 80, mi-80, mi-90, alors là, c'est ce que j'ai continué d'appeler mes jeunes collègues. J'ai mis Claude Dixon parce que même s'il n'était pas tout à fait un jeune collègue, il est resté si jeune d'esprit et si jeune par sa curiosité, par son allant, que je pense qu'il a sa place dans cette liste. Voilà. Et en même temps, un flot constant d'étudiants et de post-docs. Pas mal de ces post-docs ont fait une belle carrière depuis. Je pense à Malte Henkel, Andreas Ludwig, Andrea Capelli, Patrick Doré, Gérard Alouette, je suis certainement en train d'oublier d'autres. Bref, on a eu la chance d'avoir beaucoup de gens très bien qui sont venus se former ici. Bon, si je peux dire un mot sur ma propre trajectoire, eh bien, je suis parti de la physique des particules, puisque j'ai travaillé sous la direction de Jean et avec Daniel Yagonitzer sur un problème de physique de particules concret, qui était la diffusion des maisons pseudoscalaires en utilisant un Lagrangien de Yang-Mills. C'était, vous voyez, Yang-Mills avant même que la théorie soit prouvée être renormalisable. On utilisait ça comme Lagrangien phénoménologique. Et puis de ça, j'ai migré vers la théorie quantique des champs plus générale, avec un travail avec Anna Kluberg-Stern, puis avec Michel Berger. Et puis de ça, j'ai un peu suivi l'évolution du sujet, faire des effets non perturbatifs. Tout ça a culminé avec le livre que nous avons écrit avec Claude Dixon. Je crois que le livre a été terminé, le manuscrit a été terminé et frappé en 1978. Et puis de ça, j'ai à la suite des travaux que Roger mentionnait tout à l'heure, de Roger, Claude et Jean-Michel Trouff, j'ai un petit peu travaillé sur la théorie de jeu sur réseau, puis ça m'a amené aux anomalies, aux théories conformes. Bref, donc il y a eu une migration vers des choses de plus en plus mathématiques. Alors peut-être que certains vont déplorer ça. Je pense que le sujet le nécessitait. En particulier, tous les progrès qui ont été faits dans les années 80 sur les théories conformes ont été possibles grâce à des avancées sur le plan mathématique, la théorie des représentations des algèbres de dimension infinie ou des algèbres quantiques. Bon, et puis pour finir, donc si je veux chercher un dénominateur commun, ben je dirais que c'est la symétrie, la théorie des groupes. Et de ce point de vue-là, je pense que j'étais pas mal influencé par mon mentor Claude Dixon. Et puis, je dirais aussi que je constate que j'ai quelque chose qui tourne à l'obsession, qui sont les études de matrices aléatoires, intégrales matricielles, puisque je vous ai mis là les dates de tous les papiers qui traitent peu ou prou de matrices aléatoires. Donc, vous voyez, c'est quasiment une obsession. Voilà, pour terminer, je voudrais dire que, rétrospectivement, je pense que j'ai été extrêmement chanceux. D'abord, je suis arrivé dans le bon laboratoire. Comme disait Catherine, ce laboratoire, il pèse quand même dans le paysage français et le paysage international. Je suis arrivé dans le bon laboratoire. Puis RDC Planète, ça a déjà été dit. L'atmosphère sympathique, ça a été dit également. Je suis arrivé au bon moment, c'est évident. Je vous ai rappelé comme ces périodes successives ont été extrêmement actives et très excitantes. Dans le bon domaine, grâce à Jean qui m'a branché sur la théorie des champs et Jean Yang-Mills, et avec les bonnes personnes, Jean d'abord, puis mon mentor Claude Dixon, mais également je voudrais rendre hommage à la mémoire de Raymond Stora et de Marcel Froissart, avec lesquels j'ai eu quelques échanges fructueux au moment où j'étais encore en début de thèse. Je rencontrais Marcel Froissart dans le RER et à l'occasion on discutait un petit peu et il m'a quelquefois fait des très bonnes suggestions.
Et puis toutes les autres personnes que j'ai citées depuis, Anna Kluberg-Stern, Michel Berger, Édouard, Roger, Giorgio Parisi, Jean-Michel Drouff, Jean-Marc Luc, et puis tous ces jeunes collègues que j'ai mentionnés tout à l'heure. Voilà. Donc, je voulais exprimer finalement ma gratitude pour à la fois ce laboratoire, pour toutes ces personnes formidables que j'ai rencontrées, et les remercier, et vous remercier aussi. Au vu de l'heure, peut-être on va prendre une ou deux questions. Oui. Pour dire quelque chose, en fait, quand tu dis on travaillait pour le SPHT, le secrétariat, mais on avait également le SPSRM. Donc on était en effectif pour les deux services. Et je voulais ajouter, pendant que nous travaillions également, on a eu des cours de physique. Oui. Je ne sais pas si tu te rappelles, qu'on nous avait donné de vulgarisation pour qu'on comprenne ce qu'on faisait. Et ça, moi, vraiment, ça a été une révélation d'abord parce que j'étais absolument nulle en maths. Et quand je ressortais de ces cours, je me disais, oh mais oui, c'est incroyable, on arrivait à comprendre. Voilà, je voulais juste ajouter ça. Ça, c'est une initiative du CEA? Non, c'était le service de vous, les physiciens. Donc, il y avait Edouard Présent, il y avait... Pardon. Très bien. Oui, je voudrais raconter une anecdote avec toi. À l'époque, on travaillait la renormalisation en théorie du champ. La Bible de l'époque, c'était le Bogoliubov. Le problème, c'est qu'il était en russe. On avait donc décidé de traduire quelques pages du Bogoliubov chez toi, parce que ton épouse parlait le russe. On est tombé sur un mot qui, le dictionnaire disait émeute, manifestation violente. On ne voyait pas le rapport avec la théorie du champ. Madame Zuber disait oui, émeute, trouble. Il a fallu quelque temps pour comprendre ce que vous avez tous deviné. Il s'agissait de perturbation. C'est un des articles historiques de Bogoliubov et Parasiuk. C'était pas le livre. Le livre existait en français, mais c'était... Oui. En français aussi, édité par Duno. Moi, je voudrais juste évoquer les fêtes de service dans lesquelles il y avait deux choses extraordinaires. Il y avait Jacques Brosse avec ses contrepétries qui étaient fantastiques. Et puis, il y avait Maurice Jacob. Maurice Jacob était capable de lui donner un sujet et immédiatement, il t'en faisait un poème en alexandrin pendant 10 minutes. Ah, d'accord. Ça, je ne l'ai pas connu, ça. Ah, c'était avant. Jacques Brosse, effectivement, avait la plume facile et poétique. Et je me rappelle un petit couplet, une petite chanson qu'il avait écrite et dont le refrain était « Le génie souffle sans nul doute à Princeton Institute ». Sur les talents de poète de Maurice Jacob, un jour, le secrétariat de la bibliothèque avait envoyé un questionnaire à tous les laboratoires partenaires pour demander qui est intéressé à recevoir nos préprints. Et la lettre était partie à tous les laboratoires en anglais. Un certain nombre de nos collègues français ont très peu apprécié d'avoir reçu une lettre en anglais venant de Saclay. Et Maurice a pris sa plume et a écrit au moins 3 ou 4 pages d'alexandrin pour leur demander leur adresse. Absolument. Je ne sais pas si ça existe quelque part. C'était prodigieux. Ça serait bien de le retrouver. Ah, Marc. Oui. Est-ce que... attends, tu peux lui envoyer ça? Oui. Envoyer, je ne risque pas trop. Oui, d'une part, j'avais oublié de dire que quand je suis arrivé, avant même quelques semaines avant d'être embauché, j'avais été à la fête du service des 30 ans du SPHT. Et il n'y a pas que les poètes que vous avez mentionnés, également, je crois que lors du départ de Madame Portneuf, documentaliste, Balian et Cosette Morel avaient fait un 6-20, donc c'est-à-dire un poème avec énormément de contraintes. Et voilà. Mais pour nous, c'était difficile à faire, tandis que pour Maurice Jacob, c'était immédiat.
et on est tous affamés. Merci à tous et merci aux orateurs de la matinée pour avoir évoqué ces souvenirs d'autrefois.